Le vampire, cette créature de la nuit, à la fois immortelle, séduisante et terrifiante. C'est une image qui nous hante tous. Mais et si les monstres les plus flippants n'étaient pas que de la fiction? S'ils puisaient leurs racines dans notre propre histoire, dans la vie de personnages qui ont vraiment existé? Voilà, c'est exactement de là qu'on va partir. Ensemble, on va remonter le temps, bien avant le cinéma, bien avant les romans, pour aller déterrer les histoires vraies qui ont fini par donner naissance à la légende. Pour cette enquête, on va se concentrer sur deux figures historiques bien précises. D'un côté, un prince de Valachie du XVe siècle, de l'autre, une comtesse hongroise du XVIe. Leurs noms sont devenus des synonymes d'épouvante. Mais qui étaient-ils vraiment? Allez, on attaque notre premier cas, Vlad III, prince de Valachie. C'est de lui, ou plutôt de son nom, qu'est née l'une des figures les plus célèbres de toute l'histoire de l'horreur. Et là, c'est super intéressant parce que l'origine de ce nom, Dracula, eh bien, ça ne voulait pas du tout dire démon. Ça signifiait fils du dragon. Pourquoi? Parce que son père, Vlad II, faisait partie de l'ordre du dragon, une sorte d'ordre de chevalerie chrétien très prestigieux. On part donc d'un héritage plutôt noble, très loin de l'image monstrueuse qu'on en a aujourd'hui. Et pourtant, la légende, elle, est absolument terrifiante. Des chroniques de l'époque, souvent accompagnées de gravures assez macabres, le décrivent en train de dîner tranquillement au milieu d'une forêt de pales. C'est cette image d'une cruauté presque surhumaine qui a traversé les siècles et qui lui a d'ailleurs valu son surnom, Tépèche, l'empaleur. Bon, la légende est puissante, on est d'accord, mais est-ce que ça raconte toute l'histoire? Pour vraiment comprendre le personnage, il faut regarder au-delà du mythe et se plonger un peu dans le contexte de son époque. Quand on regarde sa vie, c'est le chaos en fait. Il a eu 3 règnes, mais entrecoupés d'exil et de 12 ans de prison. Il faut imaginer que sa principauté, la Valachie, était un tout petit territoire coincé entre 2 superpuissances de l'époque, le royaume de Hongrie d'un côté et l'Empire ottoman de l'autre. Chaque décision, chaque bataille, c'était littéralement une question de survie. Et voilà, on arrive au point crucial, la différence entre le monstre de la légende et le monarque de l'histoire. D'un côté, la légende nous parle d'un sadique. De l'autre, les archives, elles, nous montrent un chef politique et militaire, certes brutal, mais dont les méthodes servaient un but précis, défendre son indépendance et renforcer son pouvoir. En fait, une énorme partie de sa réputation a été construite de toutes pièces par ses ennemis, à travers des pamphlets, des gravures, une véritable campagne de propagande, financée notamment par les marchands saxons à qui il avait retiré des avantages commerciaux. Allez, on change de siècle et de personnage, on passe maintenant à celle que l'on surnomme souvent la Dracula au féminin, la comtesse Elisabeth Báthory. Alors là, accrochez-vous. Le chiffre qui a tout déclenché, c'est 650. Selon un témoin du procès, c'est le nombre de noms de victimes qui auraient été retrouvés dans le propre carnet de la comtesse. Le truc, c'est que ce carnet, on ne l'a jamais retrouvé, mais le nombre, lui, est resté, et il a suffi à forger sa légende. Les témoignages recueillis lors du procès de ses complices sont juste glaçants. Ils décrivent des sévices horribles et systématiques. Des jeunes filles, d'abord des servantes, puis des filles de la petite noblesse, étaient attirées dans ces châteaux, soi-disant pour travailler, et y auraient été torturées à mort. Mais, comme pour Vlad, l'histoire est bien plus compliquée que ça. Oui, il y a eu plus de 300 témoins. Sauf que les principaux accusés, ses serviteurs, ont avoué sous la torture. Et Elisabeth elle-même, à cause de son rang social, elle n'a jamais eu de vrai procès. Elle a juste été emmurée vivante dans une pièce de son château. Or, il faut savoir que c'était une veuve immensément riche, très puissante, et que beaucoup de gens, y compris le roi, avaient de très bonnes raisons politiques et financières de la faire tomber pour mettre la main sur ses terres. Et ça illustre parfaitement comment on fabrique un mythe. L'image la plus connue de Báthory, celle où elle prend des bains dans le sang de jeunes vierges pour rester jeune, eh bien cette histoire n'apparaît dans aucun témoignage de l'époque. C'est une pure invention, un ajout littéraire qui date de plus d'1 siècle après sa mort. Alors comment on passe d'un personnage historique, aussi complexe soit-il, à une icône de l'horreur? Les cas de Vlad et Elisabeth nous montrent qu'il y a une sorte de schéma qui se répète. Pour Vlad, le coup de grâce, si on peut dire, il est littéraire. En 1897, un auteur irlandais, Bram Stoker, cherche un nom qui sonne bien pour son conte vampire. Il tombe sur le nom Dracula. Il ne savait quasiment rien du vrai prince de Valachie, mais peu importe. L'association était faite et l'histoire ne serait plus jamais la même. On pourrait donc presque en faire une recette, vous voyez, la recette pour créer un monstre. On part d'une personne qui a vraiment existé, souvent un dirigeant autoritaire dans une période très violente. On y ajoute une bonne dose de propagande de la part de ses ennemis pour bien noircir son image. Le temps et le folklore font le reste, en amplifiant les histoires. Et à la fin, une œuvre de fiction vient mettre le point final et sceller le tout, créant un monstre immortel pour la culture populaire. Au final, les destins de Vlad et de Báthory nous rappellent quelque chose d'essentiel. L'histoire, c'est souvent une bataille de récits. Les monstres ne naissent pas toujours seulement de leurs actes, mais aussi, et surtout, de la façon dont ces actes sont racontés.
Ce qui nous laisse avec une dernière question, de qui sommes-nous en train de faire un monstre aujourd'hui?